Bonjour à tous. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez me dire si le son et l'image sont bons? Ok, parfait. Tout semble fonctionner. Très bien. Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire DailyFX Université Formation au Trading. Je suis Joris Zana, analyste de marché pour DailyFX France. Et aujourd'hui, nous allons aborder le thème des chandeliers japonais. Alors, avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Alors effectivement, c'est le premier webinaire éducatif de l'année. Donc je vous souhaite à tous et à tous une très bonne année et mes meilleurs vœux pour 2020, que ce soit dans vos projets, la santé ou en trading. Alors, au mois de décembre, j'avais commencé justement à faire des webinaires sur Ishimoku en 3 parties. Et derrière, je vous avais demandé si vous souhaitiez par la suite qu'on fasse un webinaire sur les chandeliers japonais ou sur les divergences via les différents indicateurs techniques. Et donc, apparemment, ça a été les chandeliers japonais. Je terminerai après les chandeliers japonais. On fera aussi les divergences, que ce soit sur RSI, le stochastique ou ou le MACD. Mais pour le moment, je vais m'attaquer aux chandeliers japonais. Alors, ça va être une partie assez théorique aujourd'hui, et dans 15 jours, ce sera une partie un peu plus poussée, un peu plus technique. Comme pour Ishimoku, je vais faire plusieurs parties, je pense en faire deux. Donc là, aujourd'hui, on va s'attaquer à la première partie sur les chandeliers japonais. Alors, les chandeliers japonais, aussi appelés Japanese candlestick, sont avant tout une manière de représenter les cours de bourse parmi tant d'autres. En sélectionnant les meilleures figures, qu'on appelle aussi les patterns, les chandeliers japonais peuvent être extrêmement efficaces sur les marchés financiers. À défaut de fournir des signaux opérationnels clairs et nets, les configurations de bougies japonaises constituent très souvent un excellent élément analytique de l'état des forces du marché. Pour celles et ceux qui souhaitent approfondir par la suite les chandeliers japonais, je vous recommande quelques lectures, dont principalement les ouvrages de Steve Nissen, à savoir les chandeliers et autres techniques d'Extrême-Orient et les chandeliers japonais de Steve Nissen. Pour ma part, j'ai lu les deux et c'est vraiment une véritable mine d'or sur les chandeliers japonais. Si vous souhaitez vraiment approfondir vos connaissances pour améliorer votre trading, je vous recommande fortement de lire ces deux ouvrages. Alors, au sommaire de cette émission, dans cette partie 1, nous allons voir alors la représentation des cours, la dégradation d'un ou plusieurs éléments de la bougie, le pattern simple et courant qu'on appelle le gap, le positionnement d'une bougie par rapport à sa référence, la reconnaissance des patterns. Enfin, on fera quelques cas pratiques et ensuite, bien sûr, les questions-réponses. Alors, la représentation des cours, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, la première démarche est de résumer l'historique avec deux paramètres qu'on appelle le time frame, c'est l'unité de temps, que ce soit en weekly, en daily, en monthly ou sur des unités de temps plus courtes comme le 15 minutes, le 5 minutes, le 1 minute. Les données conservées, alors ça va être l'open de la bougie, le high, le low et le close. Enfin, la deuxième démarche est de représenter symboliquement les données. Ainsi, les trois méthodes de base de représentation des cours sont le line chart, le bar chart et le Japanese candlestick chart. Nous, aujourd'hui, on va s'intéresser essentiellement à celui-là, au Japanese candlestick chart.
Alors, pour les personnes qui n'ont jamais vu les chandeliers japonais, voilà à quoi cela ressemble. Voici la représentation des cours. Si vous voulez, l'origine est japonaise au milieu du XVIIIe siècle, mais en fait, c'est Steve Nissen qui a popularisé cet outil dans le début des années 90. Et les bougies représentent 5 éléments. Le cours d'ouverture, le cours de clôture, le plus haut et le plus bas, ainsi que l'orientation de la séance, hausse ou baisse. Cette orientation est symbolisée par une couleur. Là, pour le coup, je l'ai mis verte ou noire, mais en général, c'est blanche ou verte si la séance est haussière et noire ou rouge pour une séance baissière. Là, actuellement, ici, sur cette bougie, on a une séance baissière. L'open se fait en haut et le close se fait en bas pour une bougie baissière. Inversement, pour une bougie haussière, ici en blanc, le corps vide, l'open se fait en bas et le close se fait en haut. Donc voilà le mode de représentation des cours avec les chandeliers japonais. Ensuite, nous avons la dégradation d'un ou plusieurs éléments de la bougie. En fait, si vous voulez, la bougie comprend 3 éléments de haut en bas. Ce qu'on va appeler le upper shadow, en anglais, ça va être la mèche ou l'ombre supérieure, le body, qui correspond au corps de la bougie, et enfin le lower shadow, donc ce sera la mèche ou ombre inférieure. Le premier élément d'analyse, ça va être l'aspect du marché, qu'il soit directionnel ou indécis. L'aspect directionnel du marché se voit dans la proportion du body par rapport au range. Et l'aspect indécis du marché se voit dans la proportion des mèches hautes ou basses. Ainsi, on peut avoir plusieurs dégradations, que ce soit d'un élément, donc ça peut être soit la mèche haute, le body ou la mèche basse, de 2 éléments ou de 3 éléments. Pour vous donner un cas concret, ici, voilà. Si je prends la bougie 1, dans ce cas-là, on a une dégradation de l'upper shadow en noir. Ici, on n'a pas de mèche haute, donc on a une dégradation du upper shadow en noir. Sur la bougie 2, vous voyez que l'open égale le close. Donc ici, on a une dégradation du body. Enfin, sur la bougie 3, ici, on a une dégradation du lower shadow. On n'a pas de mèche basse. Et pareil pour la 4, on a quasiment une dégradation donc, de 2 éléments, à savoir du body et du lower shadow. Là, si je refais un exemple sur cette slide-là, sur le pattern numéro 1, on a une dégradation du upper shadow en blanc, pas de mèche. Et ici, on a une dégradation du upper shadow et du body. Pareil. L'open égale le close et on n'a quasiment pas de mèche. Enfin, pour un dernier exemple, ici, ces bougies, si vous les connaissez, on les appelle des marobutsu. Si vous voulez, là, on a une dégradation totale de l'upper shadow et du lower shadow. Donc, on n'a pas du tout de mèche. Et là, on a une bougie, en fait, où tout simplement, ça s'appelle un marobutsu. Clairement, dans cette phase de marché, ça veut dire que les acheteurs n'ont pas laissé de place aux vendeurs. Clairement, voilà, ça a été haussier tout au long de l'ouverture à la clôture. Et inversement, avec ce marobutsu baissier. Ici, les vendeurs, durant la séance, n'ont pas laissé de place aux acheteurs. Maintenant qu'on connaît tous ces principes, on va voir un pattern simple et courant qu'on appelle le gap. Donc la description du pattern, si vous voulez, c'est que c'est une zone de cotation non traitée entre 2 bougies consécutives. Alors il y a 2 cas. On va avoir le gap d'ouverture. Donc un gap d'ouverture, c'est que tout gap commence à l'open, mais peut être refermé au cours de la même bougie. On dit que le gap s'est refermé ou est comblé. La précision d'ouverture signifie qu'il a été refermé au cours de la bougie.
Et enfin, on a le gap tout court, ce qui signifie gap d'ouverture non refermé au cours de la bougie. Ensuite, il peut être refermé ou comblé quelques bougies plus tard, ou bien ne pas l'être avant un temps très long. En général, la plupart des gaps sont refermés très vite, voire dès la bougie d'apparition. Derrière, à la fin de mes explications du PowerPoint, je vous montrerai quelques cas concrets qu'on a justement en ce moment qui sont intéressants sur le Forex avec les gaps. Donc, le marché sur lesquels les gaps surviennent, et bien en fait, c'est essentiellement les marchés à clôture quotidienne effective de l'activité. Exemple, la plupart des marchés actions, que ce soit les indices. En général, le lendemain, vous avez souvent des gaps, que ce soit sur les actions ou les indices, et des marchés en fonction de la volatilité et de la séance qu'il y a eu aux US. Derrière, à l'ouverture européenne, on a souvent des gaps. Et le contre-exemple, c'est le marché en continu 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, tel que le Forex. Sur le Forex, on n'a quasiment pas de gap. On en a le week-end avec l'ouverture le dimanche, mais sinon, tout le reste de la semaine, du lundi au vendredi, il n'y a quasiment jamais de gap, sauf quand on a des événements, des news comme qu'on a eu dernièrement, les élections au Royaume-Uni. C'était tellement attendu par les investisseurs que oui, le marché a décalé après les résultats. Mais en général, on n'a pas de gap, sur ce type de marché, hormis le week-end. Et encore, il n'y en a pas toutes les semaines non plus. Alors, le time frame dans lequel les gaps surviennent, c'est essentiellement en daily, plus rarement en weekly et encore plus rarement en monthly, journalier, en hebdomadaire ou en mensuel. En fait, si vous voulez, la fermeture effective du marché est l'occasion pour les intervenants sur ce marché de reconsidérer le marché d'un œil neuf et parfois reposé. Dans une analyse technique plus avancée, je n'en parlerai pas aujourd'hui, on distinguera le gap commun et 3 types de gap à caractère plus prédictif, qu'on appelle gap de continuation ou gap de rupture. Donc après, il faut savoir réussir aussi, c'est ça, toute la difficulté, c'est de savoir interpréter ces gaps, à savoir si on est dans des gaps de rupture, des gaps de continuation ou des gaps d'essoufflement. Alors, le premier, ça va être le gap haussier. Alors, tout simplement, un gap haussier est formé lorsque le plus bas de la bougie suivante est supérieur au plus haut de la bougie précédente. Ici, comme vous pouvez le voir sur cette slide. Donc, gap haussier, c'est égal à un gap haussier non refermé. C'est l'espace vide sur un graphique entre deux ranges consécutifs. Les Japonais, eux, ils parlent de fenêtre. Enfin, pour les puristes, si vous voulez connaître l'écriture mathématique du gap, et ben c'est tout simplement c'est l'eau de cette bougie-là. Donc là, on appelle le low, c'est le point bas. Donc le low de T plus 1 qui va être supérieur au high de T. On part du principe que ici, c'est notre bougie de référence. Donc le low de T plus 1 de la bougie suivante va être supérieur au high de T. Là, c'est l'écriture mathématique qui vous permet de reconnaître un gap haussier. Pour le gap baissier, eh ben, c'est l'inverse. C'est un gap baissier est formé lorsque le plus haut de la bougie est inférieur au plus bas de la bougie précédente. Pareil, un gap baissier, c'est un gap baissier non refermé. Ici, vous pouvez le voir sur ce graphique, je vous en montre 3. Voilà, le marché n'est pas venu fermer sur cette même bougie directement le gap qui a été laissé ouvert. On a un trou de cotation, que ce soit ici ou là. Et pareil pour l'écriture mathématique, en partant du principe que c'est notre bougie de référence est ici, la bougie noire, ce sera le high de T plus 1 qui sera inférieur au low de T plus 1, tout simplement. Voici l'écriture pour les puristes, pour connaître, pour voir comment apparaît un gap baissier.
Maintenant, on va passer au gap d'ouverture haussier. Eh bien, tout simplement, un gap d'ouverture haussier est formé lorsque l'open de la bougie actuelle est supérieur ici au plus haut de la bougie précédente et que le plus bas de cette bougie actuelle, juste là, est inférieur ou égal au plus haut de la bougie précédente. Donc là, on est inférieur. On dit alors que le gap d'ouverture a été refermé. Vous voyez, ici, on n'a pas une fenêtre. On voit qu'au niveau des cours, le gap a bien été refermé. Donc pareil, si on souhaite connaître l'écriture mathématique de ce gap, c'est tout simplement, ce sera l'open de t plus 1, donc la flèche rouge, qui sera supérieure au high de t, donc la mèche haute, c'est bien le cas ici, un tout petit peu, mais on y est. Et enfin, le low de t plus 1, ici, sera inférieur au high de t. C'est exactement, voilà, là, vous avez l'exemple parfait. Il y en a un ici et un ici. Maintenant, il nous reste un gap à voir, ce sera le gap d'ouverture baissier. Et c'est exactement l'inverse que pour le gap d'ouverture haussier. Un gap d'ouverture baissier est formé lorsque l'open de la bougie actuelle est inférieur au plus bas de la bougie précédente et que le plus haut de cette bougie actuelle est supérieur ou égal au plus bas de la bougie précédente. Même conclusion, on dit alors que le gap d'ouverture a été refermé. Et si je devais aussi encore reprendre une nouvelle fois l'écriture mathématique de ce pattern, ce serait tout simplement que l'open de t plus 1, qui a lieu ici, est inférieur au low de t plus 1. Donc le low, il est ici. Et le high de t plus 1 est supérieur au low de t. Est-ce que pour vous c'est clair concernant les gaps, les différences entre les gaps d'ouverture et les gaps classiques? Ok, très bien, donc apparemment tout le monde a compris les gaps, c'est parfait. Maintenant, on va s'intéresser au positionnement d'une bougie par rapport à sa référence. En fait, si vous voulez, il existe 16 cas possibles. Voici les 16 positionnements d'une bougie par rapport à sa référence. Ici, en fait, si vous voulez, je ne vais pas vous les faire toutes parce que ce serait beaucoup trop long. Je vais vous en expliquer quelques-unes et derrière, je vais vous mettre des cas concrets. Comme ça, si vous souhaitez derrière, le webinaire sera disponible sur notre chaîne YouTube et approfondir tous les cas, vous pourrez mettre sur pause et vous entraîner. Alors, quand on parle de bougie de référence, si vous voulez, c'est la première bougie qui va être devant. Donc, ça va être celle-là. Ensuite, on va parler de range ou de body. Le range, ça va être votre low. Si vous voulez, c'est la barre noire ici. Donc, ça va être le range, ça va être le low et le high. Et le body, ça va être tout simplement l'open et le close. Et ici, on est sur une bougie du type UU. Ça veut dire upside, upside de range, upside de bougie. Et on peut les différencier à travers 16 cas possibles. Pourquoi upside de range? Si on prend le range de cette bougie qui est là, il est upside, il est en haut. Et par rapport à ce range ici, donc on est sur une bougie qui est upside de range et le body, c'est le même cas. Donc ça fait, on appelle une bougie UU. Upside de range, upside de body par rapport à la bougie de référence. Si je vous prends un autre cas, on va passer sur un cas un peu plus concret. Voilà, avec cette slide. Où ici, allez, on va prendre, disons, le cas numéro 16. Vous voyez que notre range, ici, bah, l'open, c'est égal le plus haut. Donc là, on a notre range jusqu'à ici. Donc, on va être sur une bougie
downside, downside, à savoir que le range est vers le bas, on est vers le bas, et notre corps est aussi vers le bas par rapport à notre bougie de référence. Donc on est sur une bougie DD. Si je prends un autre cas, on va dire la bougie numéro 5, ici on est sur une bougie inside et upside, à savoir, voilà, notre range, c'est le haut de la mèche et le bas de la mèche. Ici, notre range, eh ben, il est compris. Si je trace un trait ici et là, cette mèche-là est à l'intérieur. Donc, on est sur une bougie inside the range. Et le body, lui, eh ben, il est décalé vers le haut par rapport à la bougie précédente. Donc, on est sur une bougie inside the range et upside the body. Maintenant, si je refais un dernier cas, mais si vous souhaitez, vous pourrez l'approfondir derrière avec le replay. Mais pour faire un dernier exemple, sur le cas numéro 11, ici, on a une bougie outside, outside, à savoir votre range. Bon, bah, ça reste la barre ici, votre plus haut et votre plus bas. Et en fait, la bougie suivante, vous voyez qu'on avale. Ça fait un avalement. On est complètement en dehors de ce range. Donc, on est sur une bougie outside. Et pareil par rapport au corps précédent. La bougie, elle est complètement à l'extérieur. Elle avale, on pourrait dire. Donc, on est sur un cas OO, outside the range et outside the body. Est-ce que c'est clair pour les 16 cas possibles sur les bougies? Parfait. Je vois que tout le monde a compris, donc c'est génial. Maintenant, on va s'intéresser à la reconnaissance des patterns. Alors, tout simplement, la définition d'un pattern, c'est une configuration d'évolution de cours qui revient régulièrement. Je m'explique. On va dire que le pattern, c'est une notion aussi importante car l'objet même des outils de la boîte à outils est de repérer les patterns. Quand je parle de boîte à outils, j'emploie le terme pour l'analyse technique. L'analyse technique, je considère que c'est une boîte à outils, que derrière, le particulier, l'investisseur ou le trader va piocher différents outils techniques à l'intérieur de cette même boîte à outils pour analyser justement ces graphiques et repérer soit des setups de trading, soit des patterns. Ces patterns, on peut les classifier par le nombre de bougies du pattern ou par le principal scénario à venir. En général, on aura soit un scénario de retournement, donc ça va être le passage d'une tendance directionnelle à l'autre tendance directionnelle, donc de haussier à baissier directement, d'indécision, on est sur une tendance haussière ou baissière, et on a un pattern d'indécision qui stoppe la hausse. On peut donc évoluer dans une phase de latéralisation des prix. Voilà, le marché consolide pour ensuite repartir à la hausse ou se retourner. Mais dans un premier temps, on a cette phase de latéralisation, d'indécision du marché. Enfin, on a aussi les patterns de continuation. Donc, on a une tendance haussière ou baissière, et derrière, en analysant notre graphique, on remarque tout simplement qu'on a des patterns qui nous incitent à dire que la hausse n'est pas encore terminée. Elle va encore continuer. Si vous voulez, cette classification, c'est un constat empirique d'un nombre élevé d'opérateurs, d'intervenants des marchés. Et en fait, nombre d'entre eux ont mesuré de façon personnelle le taux de bon fonctionnement de ces patterns. Et enfin, pour terminer, tout simplement, pour résumer en gros la première partie de ce webinaire, on obtient ce tableau. Voilà. Je vous ai évoqué les différents patterns.
qu'il y avait avec la tendance qui précède le pattern, que ce soit avec retournement, indécision ou continuation. Les patterns formés avec plusieurs bougies. Ici, on est sur des patterns avec une seule bougie, 2 bougies ou 3 bougies. Et en gros, ce que je veux étudier avec vous dans le prochain chapitre, dans le prochain webinaire, maintenant qu'on a bien approfondi la partie théorique, c'est d'étudier tous ces patterns, que ce soit de retournement, d'indécision ou de continuation de tendance. Principalement, on va quand même s'intéresser aux patterns qui fonctionnent le mieux, qui ont un fort taux de succès. Et il y a des patterns que j'utilise moi personnellement dans mon analyse et d'autres que je vais moins utiliser. Il y a des patterns qui sont plus puissants que d'autres. Par exemple, si je considère qu'un pattern avec 3 bougies sera plus puissant qu'un pattern avec une seule bougie. Même si le marché peut être amené à se retourner dans certains cas, par exemple, dans les ranges, j'accepte de prendre des patterns avec une seule bougie pour effectuer des rotations complètes à l'intérieur du range. Donc si on est sur la borne haute ou la borne basse et qu'on a un chandelier de retournement avec une seule bougie, mais si vous avez par exemple une forte tendance qui fait que monter, parfois ces patterns-là ne sont pas assez forts. Et on va basculer sur des patterns un peu plus puissants, à 2 bougies ou à 3 bougies, qui peuvent vraiment déclencher un retournement de marché. Et en gros, c'est ce qu'on va étudier au prochain webinaire pour reconnaître, pareil, avec les écritures mathématiques pour les puristes, mais savoir identifier les patterns et surtout quand les utiliser, savoir lesquels fonctionnent le mieux. Je vous ferai un classement personnel que je trouve intéressant de savoir quels sont les patterns avec une forte probabilité de réussite et au contraire ceux où j'utiliserai plus, que ce soit dans un range ou pour, si vous êtes déjà en position, savoir si vous devez sortir, alléger ou au contraire avec ces patterns de continuation où le marché vous invite à dire attendez, la tendance n'est peut-être pas terminée, vous pouvez garder un peu votre position. Donc on va voir ça en détail dans 15 jours, justement. Sinon, je ne voulais pas faire tout d'un coup aujourd'hui, car après la vidéo est trop longue et les personnes ne la regardent pas forcément. Je voulais pas que la vidéo dure 3 heures parce que le temps d'expliquer tout ça, ça va me prendre un peu de temps. Donc je voulais faire une première partie assez théorique et la deuxième partie, on sera vraiment dans du cas concret avec des explications et des cas pratiques. Toutefois, je voulais revenir sur un graphique intéressant qu'on a vu. On a vu justement tout à l'heure les gaps et vous montrer sur le Forex des gaps qu'on a eu il y a un petit moment et dont le marché est en train de venir combler. Là, si je vous mets le graphique de l'euro-dollar, voilà, ici, si vous voulez, vous avez un gap. Voilà, ici, on a eu un gap qui a été laissé ouvert sur cette bougie. En fait, en 2017, on a eu ce qu'on appelle le gap Macron. C'est le gap qui a eu lieu suite aux élections présidentielles. Donc, c'est le gap Macron. Si j'enlève pour bien voir. Voilà. Vous voyez, on a un trou de cotation juste là. Et on a eu ce gap. Et derrière, le marché n'a fait que monter, que monter, que monter. Mais, comme je vous le disais, soit les gaps sont refermés dans l'immédiat, soit après un très long moment. Mais d'un point de vue technique, les prix sont attirés par les trous de cotation. Et là, actuellement, la tendance est baissière, justement, sur l'euro face au dollar. Je vais vous montrer exactement 3 paires. Ce sera l'euro-dollar, l'euro face au yen japonais et l'euro CHF. Et en fait, ces gaps ont eu lieu sur ces 3 actifs.
Mais sur cet actif-là, le gap n'est pas refermé. Est-ce que la tendance va se poursuivre à la baisse et le marché va derrière venir combler ce gap pour repartir ensuite? Voilà, le trou de cotation sera fermé. Le marché, parfois, il a juste besoin de fermer un gap pour repartir à la hausse. Là, actuellement, la tendance est baissière. Ainsi, si le marché poursuit sa tendance, sa dynamique de fond, dans ce cas-là, on pourrait venir fermer ce gap. C'est pour ça qu'il est important de surveiller, que ce soit sur les indices ou les gaps, les indices, le forex, voir si vous avez des gaps qui ont été laissés ouverts, car le marché est souvent attiré par ces trous de cotation. Si je prends l'exemple de l'euro face au yen japonais, pareil, ici on a un gap. Je suis sur un graphique hebdomadaire, donc weekly. Donc on a eu un gap assez important de quasiment presque 100 pips. Et vous voyez que ici, voilà, le marché s'est quand même envolé derrière, mais qu'au final, quand il commence à attaquer sa dynamique baissière, eh ben, on est venu fermer ce gap, quoi qu'il arrive. Voilà, le marché avait besoin derrière, il est venu fermer le gap quasiment 3 ans après, 2 ans après, et le marché est venu finalement combler le gap qui était ici, enfin, du moins ici, pardon. Mais tôt ou tard, voilà, c'est important de repérer ces niveaux car les prix sont attirés. Et si je vous prends un exemple là qui est actuellement en train de se passer et que j'évoque depuis un petit moment maintenant dans mes analyses ou sur Twitter, c'est vraiment l'euro CHF. Qu'est-ce qui se passe sur l'euro CHF? Eh bien, tout simplement, on avait un range, on était en train de consolider dans ce range, et la semaine dernière, on a eu une cassure de ce range. Ça faisait plusieurs mois qu'on consolidait à l'intérieur de ce rectangle, et finalement, voilà, le marché, pour moi, envoyait un premier signal d'alerte juste ici. Voilà, fin de consolidation, et derrière, qu'est-ce que je vois? Eh ben, on avait le gap qui était juste sous les pieds. Et pareil, si je retire, hop, eh bien, vous voyez que là, le marché est justement en train de fermer ce gap. Voilà, les prix sont attirés et veulent venir fermer, veulent venir combler ce gap. Et donc, pour les traders qui avaient repéré ce niveau de prix, effectivement, il suffisait d'attendre la cassure du range pour rentrer en position. Et dans un premier temps, venir viser la fermeture du gap. Là, il n'est pas totalement fermé, il manque encore quasiment 20 pips. Et derrière, bien sûr, si on reporte l'objectif théorique, ça nous donne un objectif un peu plus loin. Mais vous voyez, c'était pour vous montrer actuellement sur 3 cas, dont un qui est actuellement en train de se passer, l'importance de bien repérer les gaps et de savoir si le marché va venir les combler ou non, ou s'il en est proche. C'est tout simplement ce que je voulais vous montrer à travers ce graphique. Voilà, je vous ai expliqué en gros le fonctionnement des chandeliers japonais, quelques cas pratiques. Maintenant, est-ce que vous avez, vous, des questions? Est-ce que vous souhaitez que je revienne sur certaines slides, des concepts que vous n'avez pas compris? Si vous avez des questions, c'est maintenant qu'il faut les poser. Alors honnêtement, comment voir les gaps sur le MarketScope? Je n'utilise pas le MarketScope, étant donné que c'est au sein de FXCM, si je crois bien, mais tout simplement les gaps, vous les voyez. Sur le Forex, là, normalement, je pense que tout le monde, si je reprends ce graphique, tout le monde doit pouvoir visualiser ce graphe. Après, moi, je ne suis pas sur des CFD, je suis directement sur le spot, donc, le prix du marché, via le flux de ProRealTime. Mais si je me mets, là, c'est du weekly, si je me mets en journalier et que je remonte hop, dans le passé, voilà, vous voyez, voilà, le gap a eu lieu voilà, le 21 avril, donc c'est le 24 avril.
En journalier, normalement, ce gap sur toutes vos plateformes, il doit apparaître. Et pareil, si je prends l'euro-dollar, voilà, là je suis en journalier. Tout à l'heure, je vous montrais un exemple où j'étais en hebdomadaire, parce que sinon, on voit strictement rien sur le graphique. Mais en journalier, vous avez votre gap. Il a eu lieu durant le week-end. Et ici, voilà, le lundi 24 avril, le gap a été haussier. Alors, la vidéo, le replay sera disponible sur la chaîne YouTube, bien sûr. En général, il me faut voilà, un petit quart d'heure, une fois que le webinaire est terminé, pour mettre le lien sur notre chaîne YouTube, mais ce sera disponible cet après-midi. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Ensuite, est-ce que les figures de retournement sont aussi valables sur les petites unités de temps, 1 minute, 5 minutes et 15 minutes? Alors oui, bien sûr, si vous avez une englobante, les chandeliers japonais marchent sur toutes les unités de temps, que ce soit du 1 minute, du 5 minutes, du 15 minutes, du 1 heure, du 4 heures, du daily, du weekly, du monthly, du trimestriel. Tout ce que vous voulez. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Ça va dépendre vraiment de votre style de trading. Mais moi, j'ai une préférence pour les chandeliers en daily et en weekly, tout simplement car dans le prochain chapitre, dans la partie 2, on va voir qu'on a beaucoup en fait de patterns où il y a des gaps. Et comme je vous l'expliquais, les gaps interviennent généralement en daily et en weekly. Et ces patterns ont besoin de gaps pour être validés. Sur le Forex, ce sera considéré autrement. Par exemple, si je prends un exemple tout simple pour vous montrer ici, voilà, ici on a un avalement. En gros, sur le Forex, on aura un avalement. Voilà, là, cette bougie-là avale les bougies précédentes. Mais pour les puristes, d'un point de vue vraiment technique, un vrai avalement, c'est avec un gap haussier. C'est un gap haussier et on avale cette bougie. Donc c'est pour ça qu'après, il faut savoir, en fonction de votre style de trading et de votre lecture des chandeliers japonais, savoir adopter une approche différente, une lecture différente des chandeliers pour pas, si vous attendez absolument un gap sur le Forex, vous n'aurez pas de gap. Sauf le lundi. J'aime bien surveiller, moi, l'ouverture le dimanche pour savoir si j'ai quelques paires qui vont me former des gaps sur le Forex. Et dans ce cas-là, en général, quand vous avez un gap suivi d'un avalement derrière, le taux de probabilité est suffisamment fort sur les paires en Forex. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions? Si sur EURO-CHF, si le gap est comblé, le cours repart à la hausse. Alors, l'EURO-CHF, tout simplement, voilà moi comment je vois les choses sur cette paire. La dynamique de fond est baissière, clairement. Là, on consolidait dans un range, on en est sorti par le bas, j'ai reporté l'objectif théorique, il a été atteint. Ensuite, on est reparti dans un range de consolidation. La dynamique de fond, voilà, est baissière et assez forte. Là, depuis maintenant le mois de décembre, c'est vraiment la dégringolade. Et on se dit, mais à quel moment on peut avoir au moins un rebond technique? Moi, j'entrevois plus un rebond technique qu'une reprise immédiate de la tendance haussière, d'un inversement de la tendance. Donc, deux scénarios. Soit effectivement, le marché va venir combler le gap qui est juste là, qui est laissé ouvert à 1,0720. Et dans ce cas-là, enfin rebondir car ce trou de cotation sera comblé. Ou venir chercher l'objectif théorique un peu plus loin. Vous voyez, là, j'ai mon objectif théorique de sortie de range vers les 1,0665 au niveau de ce support pour rebondir. Donc voilà, ça, c'est vraiment les deux niveaux que je surveille maintenant. Là, j'étais toujours baissier, moi, pour ma part, sur l'euro jusqu'au gap. Et je vais attendre les 1,0720 pour savoir si le marché va enfin rebondir pour aller en direction des 1,0840 ou au contraire, enfoncer pour aller chercher l'objectif théorique et derrière rebondir. Voici mon analyse en tout cas sur la paire Euro-CHF
et en plus avec le gap que le marché est actuellement en train de combler. Voilà, il manque 20 pips et dans 20 pips, on pourra vraiment savoir quelle direction le marché voudra prendre. Alors, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc c'est bon, vous avez bien trouvé, José, les gaps sur votre graphique apparemment. Parfait. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Daniel me demande quels outils de visualisation utilisez-vous, s'il vous plaît? C'est-à-dire au niveau des indicateurs ou au niveau des chandeliers? Si vous pouvez préciser votre question. Sur l'ensemble. Moi, à titre personnel, j'utilise l'indicateur Ishimoku. J'aime bien aussi le combiner avec un RSI. Justement, ce sera le thème du prochain chapitre. Les divergences, c'est un setup de trading que j'affectionne tout particulièrement, que je trouve assez redoutable, surtout quand il intervient sur des zones. Et parfois, j'aime bien travailler uniquement avec un graphique pur. Si vous voulez, pour moi, le meilleur indicateur, c'est les prix. Les prix et uniquement le prix, tout simplement. Ça, c'est le meilleur indicateur du marché. Tout le reste, tous les mois, on nous fabrique des nouveaux indicateurs, soi-disant le meilleur indicateur. On a l'alligator, on a le MACD, il y en a plein, il y en a des centaines des indicateurs. Mais pour moi, le meilleur indicateur, c'est les prix. Et parfois, j'aime bien Ishimoku, c'est un indicateur qui est excellent, mais qui va charger mon graphique. Et parfois, quand j'ai besoin d'épurer mon graphique, j'aime bien travailler uniquement, voilà, avec rien, juste les prix et voir les réactions et tracer à l'œil mes supports et mes résistances. Apparemment, j'ai fait le tour de toutes les questions. Oui, alors, pouvons-nous approfondir plus Ishimoku? Eh bien, Roger, j'ai fait déjà 3 webinaires sur Ishimoku au mois de décembre. Ils sont disponibles directement sur notre chaîne YouTube. J'ai fait trois formations, à savoir, la première partie, on a développé les composantes de l'Ishimoku. La deuxième partie, c'est plus du trading tendanciel. Et la troisième partie, c'était bien sûr le trading range. Donc si vous les avez suivis, normalement, je ne reviendrai pas dessus. Je considère avoir fait un gros travail sur cet indicateur avec 3 vidéos. Il y a plus d'1 heure de vidéo quasiment sur chaque. Donc logiquement, j'ai pas dévoilé, on va dire, tous les secrets, sinon ce serait trop long. Mais je pense vous avoir montré les principaux éléments à connaître pour maîtriser l'indicateur. Oui, je pourrais éventuellement faire une formation aussi sur le price action en trading. C'était un chapitre que j'avais envie de faire uniquement avec le price action. Ça peut être très intéressant. Pas dans l'immédiat. Après, derrière, ce sera les divergences, comme je vous ai dit. Mais oui, je comptais venir faire sur le price action avec les figures chartistes. Pourquoi pas? Alors, tenez-vous compte des volumes. Oui, oui, bien sûr. Pas sur le forex, parce que sur le forex, c'est pas forcément très utile, même si certains pensent que sur le forex, il faut regarder les volumes. Moi, je ne pense que non. Mais si vous tradez les indices, je pense que les crypto-monnaies aussi, ça marche. Et surtout les actions. Voilà, les actions, allez voir des small et des mid cap actuellement qui sont en train de surperformer, que ce soit surtout actuellement dans les biotech, on a un réveil des biotech, et observez les volumes qui montent. Et bien vous allez voir que voilà, dès que vous avez des chandeliers qui en plus avec des continuations accompagnées de volumes, tout de suite ça c'est une alerte. Moi là sur le forex je ne mets pas les volumes, mais clairement quand je regarde les actions, j'ai toujours les volumes que j'ajoute pour regarder, qui m'aident justement à prendre des décisions, à savoir si mon pattern va être confirmé.
On verra ça justement aussi au prochain webinaire. J'essaierai de vous mettre quelques slides. Normalement, c'est essentiellement du Forex, mais pour vous montrer des cas concrets sur des actions où considérer les volumes est vraiment un élément clé, que ce soit les volumes sur les chandeliers, ou aussi, si vous avez un doute sur la validité d'une figure chartiste, hein, imaginons un double top ou un double bottom, pareil, les volumes, ça peut vous aider. Ça peut vous aider à savoir si oui ou non votre figure va être validée. C'est extrêmement important comme donner les volumes, mais plus sur les actions, sur les indices, pas sur le Forex. Et enfin, un webinaire sur le money management. Oui, aussi, j'ai plusieurs personnes qui m'ont parlé de faire un webinaire sur le money management. Ce sera à faire pareil, à mon avis, au mois de mars ou au mois d'avril. Mais je pourrais aussi faire un webinaire sur, je comptais faire money management et psychologie en trading. Voilà, je pense que les deux sont liés, tout simplement. La psychologie et le money management vont de pair et il faut avoir les deux, si vous voulez, pour voilà, maîtriser le risque et ne pas mettre, bien sûr, trop de levier quand vous prenez des positions. Très bien, et bien écoutez, apparemment on a fait le tour. Je vois que plus personne n'a de questions, en tout cas sur les chandeliers japonais. Je vais quand même attendre voilà, quelques secondes. Mais sinon, je vous donne rendez-vous dans 15 jours, à savoir le 29 janvier à 14 h à la même heure, pour un webinaire sur les chandeliers japonais, mais voilà, purement pratique, technique. Voilà, maintenant je considère que vous avez bien assimilé toute la théorie qu'il y avait à savoir. Vous avez le replay derrière. Si vous avez des éléments que vous souhaitez approfondir, vous pouvez venir me poser des questions, que ce soit sur Twitter ou sur le site d'HeliFX. Je serai disponible, comme toujours, pour vous répondre. Vous pouvez m'envoyer des graphiques si vous voulez qu'on discute de certains graphiques. Mais sinon, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour voilà, un webinaire. Là, ça durera un peu plus longtemps. Ça sera, je pense, aux alentours de 1 heure, 1 heure et demie, car il y a vraiment beaucoup de choses à dire et beaucoup d'éléments à voir et beaucoup de patterns à connaître. Et bien sûr, je vous ferai un classement, selon moi, des meilleurs chandeliers de retournement, de continuation, voilà, pour que vous puissiez bien les intégrer dans votre trading. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades. Pour certains, on se retrouve dans le briefing des marchés tous les matins qui est disponible sur notre chaîne YouTube. Sinon, la semaine prochaine, je ferai aussi un webinaire sur les stratégies de bourse de la semaine. Et pour les autres, je vous dis à dans 2 semaines pour le prochain webinaire sur les formations au chandelier japonais. Au revoir à tous.